Donc, pour cela, je vais compiler pour ne pas que le programme là me fasse la même chose que hier. Ok, nice. Il compile bien. Maintenant, donc, je vais créer pour l'instant un fichier .h que je vais appeler gestion étudiant.h. Et donc ici, on peut créer un menu comme ça qui n'a pas besoin de paramètres mais qui va déjà print ces messages que vous voyez là. 1. Point ajouter un étudiant. Anti/n 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 2. Afficher les étudiants. 3. Rechercher un étudiant. 4. Modifier un étudiant. 5. Supprimer un étudiant. Et 6. Quitter. Jusque là, c'est bon. J'ai créé une fonction qui m'affiche ce qu'on appelle ce message-là. Mais bon, comme j'ai mis un type int, il faudrait qu'en retour, il nous retourne le choix de l'utilisateur. Donc, ce que je peux faire, c'est quoi? Je vais mettre ici int choice. Et là, je vais lui faire un do while pour lui demander de saisir le choix, c'est-à-dire l'option. Et je vais lui dire quoi? De saisir l'option tant que l'option est quoi? En fonction des paramètres qu'on voit ici. Je vais dire faites votre choix. Pourcentage des commercial. Voilà, maintenant ici, on va faire ça tant que c'est quoi? Tant que choice, en fonction des options que vous voyez là, on va dire quoi? Tant que choice inférieur à 1 ou choice supérieur à 6. On est bien d'accord? Donc, on veut tout simplement une des options qui se trouve là. Jusque là, c'est bon. Ok. Maintenant, on va tester cette fonction-là. Ici, je vais inclure dièse include. Je l'ai appelé gestion étudiant. Ok. Je vais appeler la fonction menu pour voir. On va tester. Ici, je vais, comme la fonction retourne un entier, donc je peux faire int k est égal menu. Et puis après, je peux faire printf le choix est pourcentage d, et là je mets k, ou je mets ch, ou je mets choix. Voilà, un petit point virgule, ça ne nous tue pas. Je vais compiler. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est quoi? Il affiche le menu. On est bien d'accord? Bon, j'ai appelé une fonction. On a vu déjà depuis avant-hier, on avait déjà vu, hier, on avait vu comment est-ce qu'on peut mettre en place une fonction. Et ici, ensemble avec vous, je viens de mettre en place une fonction que vous voyez. Dans cette fonction, j'affiche 5 printf, ou du moins 6 printf. Et à l'intérieur, en bas, du moins, je lui demande de faire un choix. Et le choix doit être une information parmi les valeurs qui se trouvent là, de 1 jusqu'à 6. On est bien d'accord? Raison pour laquelle, quand je lui demande de choisir, de faire le choix, je fais juste un contrôle en sorte que le choix se trouve entre 1 et 6. Ici, ce qui va se passer, c'est quoi? Si je venais à mettre 9, il va me dire faites votre choix. Il redemande de saisir, de faire le choix. On est bien d'accord? Il redemande de faire genre le choix.
Et s'il fait une autre chose, à chaque fois, ce n'est pas accepté. Mais s'il fait 5, donc le 5 il est accepté parce qu'il se trouve entre 1 et 6. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Le choix qui a été saisi, on va le recevoir ici. Et une fois qu'on va le recevoir ici, dans la variable là, on pourra maintenant savoir qu'est-ce que l'utilisateur veut faire sur le tableau. Si l'utilisateur veut saisir, s'il fait choix 1, il veut ajouter un étudiant, on lui laisse la possibilité d'ajouter dans le tableau d'étudiants, ici. Jusque-là, vous suivez un peu? Ok, maintenant, oui. Ici, là, tout en haut. Oui, bon, le bonjour même, je vais le supprimer. C'était juste pour tester. Est-ce que ça complique quoi? Mais non, ici, on n'a pas besoin du bonjour. Je suis d'accord avec toi. Mais si on avait gardé le bonjour, on devait mettre anti/n. Ok, jusque-là, c'est bon. Par contre, ce que je remarque quand même, c'est que, bon, il y a une chose qui ne s'affiche pas exactement, comme dans une vraie application, par exemple. Bon, on va essayer de voir. C'est bien. Lorsqu'il affiche le menu et que je fais un choix qui n'est pas correct, il me demande de faire un autre choix. Et vous voyez, à chaque fois, c'est comme ça et c'est pas du tout intéressant. Ce qu'il fallait faire, c'est quoi? Ou ce qui normalement doit se passer, c'est que s'il affiche quelque chose, ou du moins si on lui demande de saisir, de faire un choix, et que le choix n'est pas correct là, on peut demander de supprimer l'écran. Oui, c'est possible de pouvoir supprimer des choses qui étaient déjà affichées, et puis de réafficher tout en même temps. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer? Si on lui demande de faire un choix, il fait 0. On lui réaffiche le menu, et on lui redemande de faire le choix. Mais pas de dire faites choix, faites choix, faites choix, faites choix seulement comme ça, c'est pas intéressant. Vous voyez un peu le truc. Donc ça veut dire déjà, première des choses, avant de faire supprimer l'écran, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais prendre tout simplement les messages là, je vais les mettre dans le do while. Donc chaque fois que le choix n'est pas correct, on lui redemande de faire le choix. On lui affiche à nouveau. Et donc je fais ça. Oh, c'est pas ici qu'on doit compiler. Voilà, c'est le point C. Bon, jusque-là, ce n'est pas encore exactement ce qu'on veut, mais quand même, si je fais, par exemple, 0, il réaffiche le menu. On est bien d'accord? Et puis, il demande, faites votre choix. Qu'est-ce qui se passe encore? Si je fais 9, il réaffiche le menu. Mais sauf qu'à chaque fois, il va faire une pile. Il va faire une pile, il va afficher tous les messages là. Maintenant, il faudrait qu'on soit en mesure de pouvoir effacer ce qui était déjà précédent, ou du moins ce qui était déjà affiché précédemment. Maintenant, pour faire cela, c'est simple. On va utiliser juste un système CLS. Donc ici, lorsque vous voulez effacer un écran, regardez bien, ici je vais faire ça, système, comme ça, double quote, CLS, pour supprimer tout simplement l'écran. Si vous faites système CLS là où vous l'écrivez, avant qu'il arrive sur cette ligne, il va effacer tout ce qui était déjà affiché, avant de pouvoir exécuter les choses qui suivent. Ce qui veut dire quoi? Lorsqu'on va venir, il va d'abord afficher, il va demander un choix. Si on fait un choix qui n'est pas correct, on va rester dans la boucle do while normalement. On est bien d'accord? Mais il avait déjà affiché ces informations-là. Mais comme le choix n'est pas correct, il va redemander encore les informations. Mais avant de redemander les informations, il va faire système CLS, ça veut dire qu'il va effacer l'écran qui se trouve juste en haut. Et puis il va exécuter toutes les autres informations encore. Donc chaque fois, il efface l'écran, il exécute, il efface l'écran. On va essayer de tester, vous allez voir que ça va être un peu plus intéressant. Si je viens ici maintenant, là, il va afficher d'abord le menu. Et une fois qu'il nous affiche le menu, voilà, si je fais par exemple 0, ce qui va se passer, c'est quoi? Vous voyez que là, il supprime tout simplement l'écran avant de pouvoir réafficher tout ce qui était là. Le système céleste, là, ça va nous permettre tout simplement de supprimer ce qui était déjà affiché. Le système céleste, tout simplement, nous permet de supprimer ce qui était affiché. En sorte qu'on ne va pas descendre jusqu'en bas, ainsi de suite. On va toujours rester ici. Maintenant, si je fais un choix qui est correct, parfait, il retourne le bon choix. Et ça, comment c'est qu'on pourra afficher toutes ces informations-là et on ne va pas sortir lorsqu'on tape 6, si on ne sort pas, on va toujours afficher. Mais comme beaucoup de choix ont été déjà faits, si on laisse toujours la possibilité de faire des choix sans supprimer l'écran,
ça va être un petit peu de bazar. Raison pour laquelle lorsqu'on fait un choix, on finit de faire le choix, on supprime les camps et on réaffiche le menu, on lui demande de faire un choix. Il fait le choix, oui. Oui, il revient en haut. Il revient en haut, comme s'il supprimait tout ce qui était déjà affiché. On verra aussi qu'on pourra ajouter un autre système qu'on appelle système pause. Comme ça, lorsqu'il supprime, avant de faire autre chose, il met un peu une pause. Et lorsqu'il met la pause, ça te permet de voir un petit peu comment ça se passe, quoi. Parce que lorsqu'il supprime directement, tu ne vois pas à quelle vitesse il supprime les camps. Mais il revient sur les mêmes informations. Tu vois. Mais ici, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, dans ce do while, lorsque vous êtes dans un do while, qu'est-ce qui se passe? Toutes les instructions qui se trouvent dans le do while là seront réexécutées lorsque l'information, les conditions qu'on a précisées là ne sont pas vérifiées. On est bien d'accord? Donc, c'est-à-dire quoi? Si on saisit, lorsqu'on vient, on appelle cette fonction-là, il va appeler, afficher toutes ces informations qui seront déjà visibles. C'est-à-dire que le menu là sera déjà visible comme ça. Et ensuite, on va demander de faire un choix. On est bien d'accord? S'il choisit par exemple 0, ce qui se passe, comme on n'avait pas encore mis le CLS là, il va réafficher tout ce menu là juste en bas. On est bien d'accord? Maintenant, avant qu'il réaffiche là, on met système CLS. C'est-à-dire que si il revient encore dans cette boucle là, il va d'abord supprimer ce qui était déjà affiché avant d'exécuter tout ce qu'il avait déjà exécuté. On est bien d'accord? En moins, ça sera un peu plus bien visible, ou du moins mieux. Si on ne le fait pas, il va faire quoi? Afficher tout ça là plusieurs fois. Lorsque le choix n'est pas valable, il va afficher, mais juste en bas, en bas, en bas, on va descendre, on va descendre. Et ce n'est pas bien visible, quoi, oui. Pour ajouter un message d'erreur, oui. Mais non, j'ai dit qu'il y a un système pause. Donc, entre le système CLS et le système pause, tu peux faire quelque chose. On est bien d'accord? Maintenant, ça dépend. Par exemple, tu veux afficher le message d'erreur à quel niveau? Exactement. Genre, à quel instant tu veux afficher le message d'erreur? Comme ça, on peut parler de ça aussi en même temps. Supposons, oui, on saisit, il n'y a pas d'erreur. Lorsqu'il fait un choix invalide, est-ce qu'on supprime d'abord l'écran avant d'afficher l'erreur ou bien on affiche d'abord l'erreur avant de supprimer? On supprime l'erreur, on supprime le message, du moins tout ça, on affiche l'erreur, on met un système pause et lorsqu'il tape, on va lui afficher maintenant la suite. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qui doit se passer, c'est quoi? Ici, on va juste vérifier. Là, lorsqu'on fait un choix, on peut faire d'abord une vérification du choix. Est-ce que jusque-là, tu suis? Donc, si je fais comme ça, if choice, pour dire que ce n'est pas correct, on va dire ici c'est inférieur à 1 ou si c'est supérieur à 6, c'est ça, n'est-ce pas? C'est incorrect à ce niveau-là. Maintenant, donc, on va d'abord supprimer l'écran d'abord. C'est bon? On va d'abord faire système pour, non, CLS pour supprimer. Et maintenant, on va faire un printf d'un message d'erreur. Maintenant, l'erreur, on va lui dire quoi, par exemple? Choix invalide. Choix invalide. On est bien d'accord? Mais sauf que si on fait juste choix invalide, là, on risque de ne pas avoir ça parce qu'il va encore resupprimer avec ce système-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un système pause pour qu'il marque une pause, quoi. Et lorsqu'il marque une pause là, on verra juste système, genre choix invalide, et puis on aura quelque chose qui attend une touche, quoi. Vous allez voir tout à l'heure, il va attendre une touche dès qu'on appuie sur une touche là, et il va. Donc ici, il faut dire quoi? Lorsque le choix est invalide, on supprime d'abord ce qui était là-bas, et puis on l'affiche, le message choix invalide. On marque une pause avant de resupprimer. En fait, lorsqu'il voit le choix invalide, il va cliquer maintenant sur un bouton, on va supprimer l'écran et lui réafficher le menu. Et la deuxième suppression, c'est tout simplement ce système CLS. Et on va compiler. Voilà.
Vas-y. Pour le système pause là. Non, non, c'est pas un temps déterminé, mais c'est-à-dire que il va marquer une pause jusqu'à ce que tu appuies sur une touche, quoi. Est-ce que tu vois? Si, bien sûr. Il y a une possibilité de pouvoir définir en fonction d'un timer, genre, pour définir le temps de pause là. C'est bon? Mais ici, pour le moment, le système pause qu'on vient de mettre là, c'est un système où il va juste marquer une pause jusqu'à ce que tu appuies juste sur une touche. Et la touche, là, ça veut dire que tu veux enlever la pause. N'importe quelle touche, hein. Tu vois? Maintenant, on va faire ça. Si je fais 0, il va faire un système CLS. On est bien d'accord? Il met choix invalide. Maintenant, il fallait qu'on fasse un petit peu en anti/n. C'est bon? Il fallait qu'on fasse un anti/n. Mais là, il y a un choix invalide. Et puis, il dit appuyer sur une touche. Le message là, appuyer sur une touche pour continuer. Et maintenant, lorsqu'on fait appuyer sur une touche, il efface tout simplement l'écran. Je vais fermer d'abord l'écran. Je vais fermer d'abord l'écran. Je vais revenir ici. On va essayer de mettre un anti/n ici. Anti/n. On va revenir ici. Voilà. On va recompiler ce programme. Ok. Là maintenant, si je viens, je fais un choix qui n'est pas valide, c'est il met un choix invalide, il marque une pause, et là il dit veuillez appuyer sur une touche pour continuer. Et là il marque la pause. Et maintenant si je fais ça, une touche, il efface l'écran. Si je fais encore un choix invalide, fait la même chose, appuyer. Maintenant si je fais un choix qui est valide, là c'est bon. Jusque là c'est bon. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'on fait ça, on affiche ce message, on lui demande de faire un choix. Lorsque le choix n'est pas valide, juste en bas, on lui affiche choix invalide. D'abord, avant de supprimer l'écran, on lui affiche d'abord le choix invalide. Oui, mais c'est ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que moi, tout à l'heure, en fait, selon ce que l'ami nous demandait, ici, j'ai fait l'effaçage. Donc, j'ai effacé l'écran d'abord, avant d'afficher le. Maintenant, si j'efface le système CLS là, à ce niveau-là, donc voilà, il va continuer la suite du programme. Lorsqu'il affiche, il fait le choix et il va afficher le message juste en bas, avant d'effacer l'écran. Il faut juste enlever le système CLS là entre l'affichage du message et l'affichage du choix invalide. Tu vois, parce que le système CLS, c'est lui que j'ai mis entre ça et le choix invalide. Donc, il a supprimé. C'est bon jusque là? Ouais, mais donc, je efface tout simplement cette partie-là. Ok, les gars, on va maintenant commencer à penser à notre information. Mais non, avant de pouvoir parler de la structure étudiant et le tableau, on va essayer de faire une boucle de while qui va recevoir à chaque fois ce menu-là, le retour, et en fonction du choix, il va. Regardez bien. Ici, lorsqu'on va appeler, vous voyez que dès qu'on appelle et que le choix, il est déjà valide, le programme s'arrête. Maintenant, nous, ici, il ne faut pas que le programme s'arrête. C'est-à-dire qu'on va appeler
le choix, genre le menu, on va l'appeler dans une boucle do while. Jusqu'à ce qu'il retourne 6 pour dire que le programme s'arrête. On va contrôler le menu, le résultat, dans une boucle do while. Tant que ce n'est pas 6 là, le programme ne doit pas s'arrêter. Maintenant, lorsque c'est ça, ainsi de suite, on va faire un switch case. Lorsqu'il retourne 1, on va rentrer dans le case 1. 2, case 2. 3, ainsi de suite. S'il fait 6, on va rentrer dans le case quitter. On va lui afficher un genre bonne journée ou bien au revoir, quelque chose comme ça. Et puis des trucs du genre un peu plus. Donc, suivez bien le principe. Il est simple. Je vais faire ça. Au lieu d'appeler le menu ici, je vais faire ça. Do while choix. Je dois dire choix comment? Différent de 6. Voilà. Et là, je vais faire d'abord l'appel en disant choix est égal menu. Voilà. Ici, au lieu d'afficher printf, le choix est. Lorsque on a le choix, on fait un switch qui est sur le choix. Et on va préciser les cases. Si c'est le choix 1, on va dire printf pour l'instant. Ajouter un étudiant. On va mettre grec. Après, on va changer les messages, on va mettre les actions. C'est-à-dire, on va faire l'ajout de l'étudiant proprement dit. Lorsque c'est un choix 2, c'est qu'il demande d'afficher tous les étudiants. Ou bien je dis afficher les étudiants. Maintenant, je peux aussi, avec des anti/n, comme ça, je vais mettre break. Si le choix se porte sur 3, on met un printf et chercher un étudiant. Et chercher un étudiant break. Si le choix c'est 4, on va mettre c'est modifier un étudiant break. Si le choix est 5, printf maintenant, si le choix est 6, case 6, on va le dire merci de nous avoir. Non, on va dire quoi? Merci et bonne journée. Voilà. Ok. Bon, ici, on n'a pas forcément besoin d'un default parce que nous, on a contrôlé la saisie des options. Les options vont se trouver entre 1 et 6. On a contrôlé. Donc ici, forcément, c'est que ça doit se trouver entre les cases qu'on a précisées là. On est bien d'accord? Ça doit forcément, ce qui retourne ici, c'est un entier qui se trouve sur les valeurs là. Donc, je n'ai pas besoin de mettre un default. Donc, regardez bien ce que j'ai fait. J'ai dit quoi? J'ai fait une variable choix et j'ai mis un do while. Et dans do while, ce que je mets dans la variable choix, c'est le résultat ou bien ce qui a été saisi depuis le menu. C'est-à-dire le choix parmi les options là. Et je dis quoi? Je fais un do while choix différent de 6. Si on n'a pas choisi 6 là, le programme ne s'arrête pas. On va encore pouvoir réafficher le menu encore plus tard. On reste dans la boucle do while. Mais si on a choisi 6, c'est pour arrêter tout simplement l'application. Maintenant ici, à chaque fois qu'on a fait un appel au menu et qu'il nous retourne un choix, on va faire un switch case. En fonction du choix, on va rentrer dans le case
et effectuer l'action souhaitée. S'il choisit 1, c'est pour ajouter un étudiant. Il choisit 2, c'est pour afficher tous les étudiants. Il choisit 3, afficher, ainsi de suite, jusqu'à 6 pour quitter. Maintenant, si je compile ce programme, voilà. Ok, donc, ok, parfait, suivez bien. Ce qui va se passer, c'est ça. Donc, il affiche ajouter un étudiant. Maintenant, on fait d'abord un mauvais choix 8, choix invalide, appuyez sur une touche pour continuer. On fait un bon choix, choix 1. On choisit 1, regardez ce qui se passe. Bon, il a affiché le message, mais un système céleste là, ça supprime, on est bien d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? À chaque fois qu'on fait un traitement, on va juste en bas du traitement, lorsqu'on finit le traitement, avant de marquer break, on va faire un système pause. On est bien d'accord? À chaque fois, on va marquer un système pause. Sinon, s'il réappelle le menu, le menu va d'abord supprimer l'écran. Et donc, du coup, on risque de ne pas. Donc, regardez bien, moi ici, à chaque fois, quand je finis de traiter un case, je mets un système pause, je marque une pause. À la fin de chaque case, je marque une pause. À la fin de chaque case, je marque une pause avant le break. Comme ça, s'il affiche le message, ou bien lorsqu'il effectue le traitement, il marque une pause avant de pouvoir réafficher le menu à nouveau. Ok, maintenant, suivons bien. Donc, maintenant, si je fais un bon choix 1, regardez bien, il affiche ajouter un étudiant. On aurait pu d'abord effacer l'écran, afficher le message, marquer une pause. Ça dépend de comment est-ce que nous on veut que l'information soit affichée. On aurait pu effacer d'abord ça. C'est-à-dire mettre d'abord un système CLS avant de rentrer dans le case. C'est-à-dire ici, lorsqu'on rentre dans le case, on supprime d'abord ce qui était affiché, c'est-à-dire le menu, et puis on affiche les informations juste concernant le case. C'est-à-dire quoi? On affiche juste, par exemple, si on a choisi un, on devait juste afficher ajouter un étudiant. Bon, on doit effectuer les actions qui nous permettent d'ajouter un étudiant à ce niveau-là. C'est bon? Maintenant, une fois qu'on a fini, on marque une pause et puis après, on tape sur une touche, il va effacer l'écran. Tant qu'on ne choisit pas 6, le programme ne s'arrête tout simplement pas. C'est ce qui est dit. Si je choisis 5, il va dire supprimer. On a choisi de supprimer un étudiant. Donc là-bas, on a effectué les actions qui nous permettent de supprimer un étudiant. Demander le matricule de l'étudiant à supprimer, rechercher l'étudiant s'il existe, l'enlever du tableau. Si j'appuie sur une touche, il me raffiche encore le menu. Si je dis rechercher un étudiant, je fais 3.
je dois demander de saisir le matricule de l'étudiant qu'il recherche et je dois rechercher l'étudiant dans le tableau s'il existe. Je lui présente l'information. Voici l'étudiant que tu as recherché. Après, peut-être, on peut rechercher un étudiant pour voir est-ce que l'étudiant a déjà payé la mensualité, des trucs du genre. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est en fait comme ça que ça va se passer. Un petit mini-programme, mais vraiment complet. Maintenant, si je venais à choisir 6, vous voyez que là, il dit merci et bonne journée. Bonjour, Madame Joe. Et maintenant, lorsqu'il choisit 6, le programme s'arrête tout simplement. Bon, j'ai marqué une pause, mais j'aurais pu enlever une pause à ce niveau-là. On est bien d'accord? Ici, j'aurais pu enlever la pause. Oui, super. Mais au moins, lorsqu'on choisit 6, vous voyez que le programme s'arrête. Mais si on n'a pas choisi 6, le programme ne va pas du tout s'arrêter. Bon, on va effacer le système pause de ça. Jusque-là, est-ce que vous êtes en phase avec moi? Il y a des choses que vous ne comprenez pas pour l'instant? Ça va? Ça va? Ok. Oui. J'ai pas bien entendu la question. Oui, les deux. Sur les deux CLS, c'est pour les ouais. Donc, à chaque fois que vous mettez le système, on met une commande, c'est comme si on exécutait directement la commande sur le terminal. Bon, à peu près. Parce que lorsqu'on compile, c'est le terminal. Est-ce que tu vois? Lorsqu'on compile, il affiche un terminal. Maintenant, CLS, pour effacer comment on appelle ça, l'écran. Maintenant, si tu as d'autres commandes, tu peux aussi les tester. Il faut tester les autres commandes. Maintenant, moi, c'est vrai que je n'ai pas testé tous les points, mais au moins, par rapport à notre projet, j'ai testé, CLS ça marche, pause aussi ça marche. Maintenant, après, il faut essayer de tester certaines choses. Tu peux changer même la couleur, donc ça veut dire que ça va marcher aussi. Oui, bien sûr. Donc, essaie maintenant ces informations, les prompts que tu veux utiliser, essaie de les tester quoi, avec un système. Bon, lorsqu'on dit système, c'est beaucoup plus pour manipuler les choses comme tu l'as compris. Maintenant, revenons ici. On a demandé de manipuler ce qu'on appelle des étudiants. Donc, on va mettre en place la structure dite étudiant. Ok, un étudiant, on va dire que un étudiant aura un nom. Un étudiant aura un prénom. Un étudiant aura un matricule. Nom, prénom, matricule. Nom, prénom, matricule. Bon, pour l'instant, on va juste gérer, comme on vient de commencer, cette manière de faire les choses, on va juste faire une structure assez simple. Donc, je vais mettre ici int h. Int h. Voilà. Plus on va s'exercer sur cette manière de faire l'exercice, plus je vais ajouter genre un peu plus d'informations sur les structures. Donc, on suppose que lui, il n'a que 4 informations. On a le nom, le prénom, matricule, et puis on a l'âge. Bon, afficher tous les étudiants, supprimer les étudiants, je pense que c'est bon. Toutes ces informations peuvent nous permettre de faire ce qui se trouve sur le menu. Donc, je viens de définir ce qu'on appelle la structure étudiant. Maintenant, j'ai dit quoi? Il nous faut ce qu'on appelle un tableau d'étudiants. Il nous faut un tableau d'étudiants. La première des choses que nous, on peut remarquer ici, c'est qu'on ne connaît pas le nombre d'étudiants à l'avance. C'est bon, vous ne connaissez pas le nombre d'étudiants. Vous ne pouvez pas définir un tableau d'étudiants de 2 personnes ou bien de 3 personnes. La seule chose que vous pouvez faire, c'est créer, c'est comme à peu près en algo là. Dans ce cas, vous allez procéder comme si vous étiez en algo. Donc vous allez définir une taille maximale pour l'instant, qu'on suppose qu'il ne peut pas dépasser, par exemple un tableau de 1 million. Et maintenant, on va créer une variable qui, à chaque fois qu'on a un étudiant, va nous dire exactement combien d'étudiants se trouvent dans le tableau. Et cette variable va nous permettre après de pouvoir manipuler le tableau et trouver exactement les étudiants. Comme on n'utilise pas des pointeurs, les tableaux statiques, vous êtes obligé de déclarer le tableau avec le nombre d'éléments. Mais pas le nombre d'éléments exact, mais le nombre d'éléments maximum. Ok, donc ce que je vais faire, c'est quoi?
Je vais faire un dièse define, je vais dire taille max, je lui donne 1000. C'est bon. Et là, je vais créer un tableau d'étudiants. Je vais mettre tab, crochet de taille max. Ok. Maintenant, je vais créer une variable ici qui je vais appeler taille réelle. Taille réelle. Où je mets taille R pour dire taille réelle. Donc, on a taille max et puis on a taille R pour dire taille réelle, qui nous permet de dire combien on a exactement d'étudiants dans le tableau. Jusque-là, c'est bon. Jusque-là, c'est bon. Maintenant, ce que l'on peut faire, c'est quoi? On peut créer ce qu'on appelle une fonction scan étudiant qui nous retourne un étudiant saisi. Donc, lorsqu'on appelle scan étudiant, ça nous retourne un étudiant saisi. Dans scan étudiant, on va lui demander de saisir. Comme ça, on ne va pas tout mettre dans le mail. On découpe vraiment notre programme en des choses un peu plus minuscules. C'est-à-dire quoi? Ce que je suis en train de dire, c'est que ici, je viens, là, dans le fichier des fonctions, ici, j'ai juste une seule fonction, menu. Maintenant, en bas de cette fonction, je vais créer une fonction qui va retourner un étudiant, que j'appelle scan ou bien saisie étudiant. Ou bien, moi, je vais l'appeler scan étudiant. Et lui aura ici un étudiant ET qui va saisir et à la fin, qui va nous retourner l'étudiant ET. C'est ça le principe. Donc, la fonction scan étudiant, chez moi, il va faire quoi? Il va demander de saisir normalement un étudiant et va tout simplement retourner l'étudiant qui a été saisi. Et nous, maintenant, dans le main, après, lorsqu'on appelle ça, ça nous retourne un étudiant, on ajoute dans le tableau et puis on avance. Lorsqu'on appelle cette fonction scan, ça nous saisit un étudiant, ça nous retourne l'étudiant et on ajoute dans le tableau. Maintenant, quand je dis saisir un étudiant, c'est bien évidemment saisir toutes ces informations. Entrer le nom de l'étudiant. Le prénom, le matricule, entrer son âge. Ok, maintenant, pour le nom, on fait un get et.nom. Bon, la saisie de la structure, je pense que tout le monde sait comment on peut saisir les données d'une structure. On saisit le prénom, get et. On saisit le matricule et enfin un scanf %d, virgule e commercial et.âge. Et donc regardez bien comment j'ai fait. Regardez comment j'ai fait pour ma fonction scan étudiant. C'est simple, scan étudiant c'est juste pour saisir ben et un seul étudiant. Donc je crée une variable de type étudiant. Comme la fonction retourne un étudiant, regardez bien, ici il faut quelque chose de type étudiant qui sera plus tard retourné. Donc ici je crée une variable ET de type étudiant, je demande de saisir les données de ET. Et une fois que je saisis les données de ET, alors je retourne tout simplement l'étudiant. Quand on avait dit ici la syntaxe de ce qu'on appelle les sous-programmes, si c'est une fonction, le type de retour, le nom de la fonction. Ici, le type de retour, c'est étudiant. Donc, ce que je dois retourner doit être aussi un étudiant. ET, c'est un étudiant, donc raison pour laquelle je peux faire return ET. Je ne peux pas dire return 0, ce n'est pas possible. Parce que 0, ce n'est pas un étudiant. Donc, ce que je dois retourner, c'est l'étudiant. Je répète, si j'appelle cette fonction, je vais saisir un étudiant et celui qui appelle la fonction là aura en retour l'étudiant qui a été saisi. Il va recevoir l'étudiant. C'est bon? Et puis après, il peut faire ce qu'il veut. C'est-à-dire, ici, maintenant, c'est le choix 1 normalement. Lorsqu'on dit ajouter un étudiant, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va appeler cette fonction scan étudiant et on va le mettre dans le tableau. C'est-à-dire que ici, on va mettre tab 2, taille réelle est égale, et je mets scan étudiant. Chez Kemback, responsable GDA. Et ça va nous. C'est pas scan, mais c'est scan étudiant. Allô, cher. Ça va, Dieu merci, c'est honnête. Ouais. Super. Hmm. Deux. Oui, donc, vous êtes disponible à quelle heure? Bon, disons à 11h, 12h du moins, on commence, Inch'Allah. 12h. D'accord. Ok, informe mes autres. Maintenant, regardez très bien. Donc, ce que je dis, la fonction scan étudiant va scanner, c'est-à-dire saisir un étudiant et va retourner le résultat, c'est-à-dire un étudiant. C'est bon? Et donc, moi, qu'est-ce que je dis? Lorsque je choisis un, je vais dire taille. Il faut savoir que pour un début, le tableau est vide. Et taille R, c'est 0. Et quand je mets table de taille R, c'est un table de 0. C'est-à-dire table de 0. Je suis en train de saisir dans table de 0. Mais qu'est-ce que je saisis? C'est un étudiant. On avait dit que chaque cellule de tableau, c'est un étudiant. Comme ce que lui aussi retourne, c'est un étudiant. Donc, un étudiant peut être sauvegardé dans une cellule qui doit accepter un étudiant. C'est bon? Donc, là, le premier étudiant sera mis dans la cellule 0. Maintenant, il faudrait que le second ou bien le prochain, il faudrait qu'on le mette dans table de 1. On est bien d'accord? Normalement, si on a 0, le prochain étudiant se trouve dans la cellule 0 plus 1. En d'autres termes, lorsque vous ajoutez un étudiant, il faut tout simplement faire taille R plus plus. Comme ça, le prochain étudiant sera saisi dans la prochaine cellule. Il commence, du moins taille de R commence, taille R du moins commence à 0. Le premier étudiant sera d'abord saisi à la cellule 0. Et le second étudiant doit être saisi à taille plus plus, R plus plus. C'est-à-dire R va passer à 1. Lorsqu'on fait encore un autre choix 1, il va faire ici taille R, c'est-à-dire taille de 1. Il va saisir à l'intérieur. Il va passer R, ainsi de suite. Mais R, taille R, représente exactement combien d'étudiants se trouvent dans le tableau. Exactement combien d'étudiants se trouvent dans le tableau. En sorte que si on veut manipuler le tableau, on manipule le tableau et taille R. Jusque-là, est-ce que c'est bon? C'est bon? Là, ils comprennent. Si. Boy! C'est quoi le souci? C'est quoi le problème? Tu es sûr que tu suis ce qui se passe ici, là? Ok. Thérésia, c'est bon. Hortense? Ça va? Ok. Le problème, c'est que, bon, c'est pas un problème. On va essayer de tester. Ça va marcher, mais on ne peut pas avoir de résultat du genre. Hein? L'autre côté, le scan étudiant là, et c'est juste la saisie d'une structure là. J'ai juste saisi. J'ai défini une structure, une variable de type étudiant. J'ai demandé de saisir les 4 informations de l'étudiant. Nom, prénom, matricule, âge. Comment? La définition de la structure. Parce que ici, là, voici la structure étudiant. Comment est-ce que l'étudiant est constitué? Il est composé de son nom, son prénom, son matricule, son âge, c'est-à-dire de 4 informations. Lorsqu'on dit saisir un étudiant, on saisit ces 4 informations. Tu vois? Maintenant, ici, je suis venu là, quand je dis scan étudiant, c'est tout simplement de saisir l'étudiant. C'est-à-dire ses données, nom, prénom, matricule, étudiant, et puis l'âge. Et comme je découpe comme ça, c'est beaucoup plus, chaque fonction va être beaucoup plus claire quand on voit. Et c'est beaucoup plus facile à modifier lorsqu'on veut apporter une maintenance dessus. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, on sait exactement quel sous-programme ne marche pas, on le cible et puis on le modifie. Par exemple, si on a saisi l'étudiant et qu'on affiche après, lors de l'affichage, on voit que le nom n'est pas bien affiché, on est sûr qu'ici, on n'a pas bien saisi l'étudiant. Donc, on vient, on cible juste là, cette fonction qui n'a pas beaucoup de lignes de code et on modifie. Est-ce que tu vois? Donc, on va découper nos programmes en des sous-programmes. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à maintenir. Maintenant, je vais tester, vous allez voir ici.
Alors, il me dit define, et je n'ai pas mis E. Je suis d'accord aussi avec lui. Ok. Si je compile ce programme, il me dit scan étudiant type et mais non, ça c'est normal maintenant, très important. Ok, maintenant, une fois qu'on commence maintenant à dire, c'est très bien. Ce qu'on faisait d'habitude, c'est normal, il n'y a pas de souci. On définissait la structure ici, dans le point C. C'est bon? Maintenant, comme ici nos fonctions, nos informations se trouvent dans le fichier .h, désormais, je dis bien désormais, on ne va plus créer ce qu'on appelle la structure dans le point C. On va tout simplement le déplacer, on le met en haut du point H. C'est bon? C'est bon, c'est comme ça que ça va se passer. Donc je vais faire CTRL X et je vais venir ici, juste en haut, voilà, et mettre là. Donc ça veut dire quoi? Que même s'il n'est pas ici, il n'y aura pas de problème. En fait, vous allez comprendre ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il ne reconnaît pas genre le type structure étudiant? Parce que, regardez très bien, c'est comme lorsqu'on fait des liens sur des fichiers. Regardez très bien. Lorsqu'on fait dièse include studio, ça veut dire qu'il copie le contenu de studio, il colle à ce niveau-là. D'abord, on est bien d'accord? Et ensuite, quand je fais dièse include étudiant, il copie le contenu de gestion étudiant qui se trouve dans .h là, il le colle ici. Mais comme la structure était ici en bas, il ne pouvait pas voir la structure parce que la structure se trouve en bas. Et le programme s'exécute de haut en bas. On est bien d'accord? Il ne peut pas voir ce qui se trouve en bas parce que j'ai inclus le fichier juste en haut là. Donc, il ne peut pas le reconnaître. Mais par contre, si je mets la structure là-bas, ce qui va se passer, c'est qu'il va copier la directive, tout ce qui se trouve dans STdio, il le met en haut. Après, il va tout copier de ce qui se trouve dans le point H, y compris la structure. Donc, ce qui fait que en bas ici, si je manipule étudiant, étudiant sera tout simplement reconnu. C'est bon? Dans les structures, on va les définir, mais plus maintenant ici. Mais ça ne change pas la définition de la structure, mais on le met juste dans le point H, juste en haut. Et comme ça, lorsqu'on fait ici l'inclusion du fichier .h là, ça veut dire que la structure peut être vue ici. Comme ici, lorsqu'on va créer étudiant, il n'y aura plus de soucis. Et maintenant là, si je fais compiler, il dit que oui, il accepte. Voilà. On va tester la saisie de l'étudiant. On va tester les deux premières fonctions là. Ok, donc ici, il affiche le menu, on va choisir un. Et lorsqu'on choisit un, il dit entre le nom, entre le prénom. Bon, on sait déjà c'est quoi le problème. C'est bon? C'est pas seulement le anti/n, mais c'est le buffer. Donc, il nous faut les flush, stdin. Voilà. Bon, moi. Bon, je vais aussi prévoir la directive string.h. Je pense que lui aussi, pour la fonction get là, et on est pour quelque chose. La gestion des chaînes de caractères.
Ok, maintenant, je fais le choix 1. Il me dit, entre le nom de l'étudiant. On est bien d'accord. Parce que qu'est-ce que je fais? Si je choisis 1, il va rentrer dans le case 1. Printf, ajouter l'étudiant. On voit le printf là, ajouter l'étudiant. Et maintenant, ici, entrer le nom de l'étudiant, c'est quoi? Lorsque je fais tab de R est égal scanf, il va appeler la fonction scanf étudiant. Et donc, scanf étudiant, c'est cette fonction-là qui va se déclencher. Et il va demander de saisir le nom, ainsi de suite, ainsi de suite. Et une fois qu'il termine de saisir l'étudiant sera retourné et ajouté dans le tableau. Donc, je saisis, ça va être job, alpha, matricule D001, âge, et je mets 18 ans. Et là, il finit de saisir, il marque une pause, comme d'habitude ce qu'on avait fait. Et si je fais appuyer, il supprime l'écran, il réaffiche le menu. Ajout de l'étudiant marche. Si je fais 1, je peux ajouter un autre étudiant. Par exemple, Theresia Mungi. Theresia, c'est pas Mungengi ou bien c'est... Theresia, le nom c'est comment? Non, Mungengi c'est Jemima. Ton nom de famille c'est ou N Z Nzoa. Nzoa Theresia. Matricule, on va mettre NZ 001. Âge, on va mettre 17 ans et demi. Voilà. Bon, en tout cas, pour le moment, la saisie marche. Mais comme je l'ai dit, on ne peut pas savoir si ça marche si on n'affiche pas le tableau. C'est bon? Du moins, si on n'a pas traité le choix 2. Ok, donc il faut saisir, mais aussi il faut afficher pour voir si vraiment l'étudiant ou bien les étudiants se trouvent dans le tableau. Mais le choix 1, ça marche. Je choisis 6. On quitte. Ok, maintenant, pour le choix 2, c'est d'afficher tous les étudiants. Et donc, normalement, il faut qu'on puisse créer ce qu'on appelle un sous-programme qui va afficher tous les étudiants du tableau. C'est bon? Ou bien là-bas, on pouvait faire directement, mais ce n'est pas intéressant. Il faudrait qu'on puisse créer un sous-programme. Et vous allez suivre très bien. Vous allez voir ici, contrairement au tableau qu'on appelle les chaînes de caractères, pour passer un tableau qui n'est pas chaîne, on est obligé de passer et le tableau et le nombre d'éléments. Je ne sais pas si vous me suivez là. Vous me suivez. Nous, lorsqu'on veut passer une chaîne de caractères, on passe juste la chaîne. Et on sait que dans la fonction, on peut connaître combien d'éléments se trouvent. Mais un tableau qui n'est pas de chaîne de caractères, pour le moment, les tableaux statiques, lorsqu'on les passe, il nous faut passer aussi le nombre d'éléments. Il faut passer le nombre d'éléments parce que c'est comme ça qu'on manipule un tableau. On a besoin du tableau et le nombre d'éléments. Pour les chaînes de caractères, on parcourt jusqu'à ce qu'on trouve anti-slash 0 pour dire qu'on a parcouru toute la chaîne. Mais pour les autres tableaux, on ne sait pas quel élément marque la fin d'un tableau de int. On est bien d'accord? Donc on a besoin du tableau et du nombre d'éléments. Et donc, la taille exactement. Donc ici, suivez bien. Mais par contre, ça va être une procédure. Parce que nous, on veut afficher seulement les étudiants. On ne veut pas faire un traitement, donc ça va être une procédure. C'est-à-dire qu'on va, comme type de retour, mettre void. Et on va dire, ici on a déjà dit scan, on va dire show all. On va dire show. Ou bien on va dire get all student. Bon, on avait dit étudiant là-bas. On met ici étudiant. Maintenant, en paramètre, on va passer un tableau d'étudiants dont le type c'est étudiant, tab, crochet. Et ensuite, taille. La taille, ça va être un entier. Int taille. Ou bien je mets int n pour représenter la taille. Donc, voici comment maintenant, désormais, on va passer ce qu'on appelle un tableau d'une information qui n'est pas une chaîne. On va placer le tableau normalement, mais aussi on va placer combien le tableau a d'éléments. La taille. Et nous, une fois qu'on a la taille, on peut faire ce qu'on appelle un parcours qui permet d'afficher tous les étudiants. Bon, on va encore découper ce programme-là. On va créer une procédure qui prend un étudiant et qui fait juste un print de 4 propriétés. Et puis ici, lorsqu'on fait une boucle, on appelle ça. Ça commence à devenir beaucoup plus intéressant. C'est bon? On va découper tout en sous-programme. Donc ici, je fais
Seulement un étudiant. Voilà, cette procédure, ça doit afficher tous les étudiants. Maintenant, pour chaque information, pour chaque table de i, on prend l'étudiant, on lui envoie à une procédure qui fait juste un print, non, print, non, print, ainsi de suite. Vous voyez le truc? Ça va devenir super simple. Ici, je vais faire comme ça. Vous voyez? Print étudiant. Qui va prendre en paramètre un étudiant, ET, et qui va faire juste 4 printf. Printf, non, 2 points, pourcentage S, 6/n, virgule, ET, point, non. Voilà. Et les 3 autres printf. ET, point, prénom, matricule, et ensuite on a âge, et.h. Donc voici ce qu'on appelle la fonction print étudiant, permet de afficher juste les détails d'un étudiant. Oui. Pourcentage, c'est D, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Ici c'est pourcentage D. Donc print étudiant va tout simplement printer, afficher les détails d'un étudiant. Maintenant ici, get all étudiant, on va faire quoi? Bon, c'est pas get, non. On va dire print all. Parce que get, c'est autre chose que print. Voilà. Donc, on va changer le nom de la fonction, on va l'appeler print. Print pour dire afficher. Maintenant, ici, on a besoin d'un indice de parcours. Et puis, on va faire une boucle for i qui quitte 0, i strictement inférieur à la taille, et puis i++, on parcourt le tableau. On est bien d'accord? Et pour chaque table de i, on appelle tout simplement print étudiant. Et puis, on lui envoie tab de i. Et là, on fait un petit. On va faire d'abord un petit printf là. Petit printf étudiant numéro pourcentage D anti/n, 2 points anti/n. Voilà. Donc, voici comment est-ce que la fonction print all étudiant fonctionne. Donc, lorsqu'il reçoit le tableau d'étudiants et le nombre d'éléments du tableau, il met en place un indice de parcours qui parcourt le tableau. Et cet indice va quitter de 0 jusqu'à strictement inférieur à la taille. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Pour chaque i, il dit étudiant à la position numéro, c'est i+1. Et maintenant, il prend l'étudiant, table de i là, il l'envoie tout simplement à print étudiant. Et cette fonction se charge d'afficher le nom, le prénom, l'âge, le matricule de l'étudiant. Est-ce que c'est bon? Il nous reste maintenant, suivez bien, il nous reste maintenant à venir ici. Il nous reste maintenant à venir ici et dans le case 2, de pouvoir faire tout simplement appel à print all étudiant. Et ici, on va envoyer et le tableau et ce qu'on appelle taille R. Donc, regardez ici, j'envoie et le tableau et la taille du tableau normal, c'est-à-dire combien d'éléments on a dans le tableau. Maintenant, on aurait pu faire une petite condition. Si la taille c'est 0, il n'y a pas un tableau, on ne peut pas appeler la fonction. On pouvait faire ça. Mais bon, on sait quand même que lorsque la taille est 0, si on envoie ici, on dit for i quitte 0, i strictement inférieur à la taille. Donc, si n c'est 0, 0 strictement inférieur à 0, ça n'aura pas de sens. On ne pourra pas rentrer dans la boucle. Vous voyez? Et donc, on aurait pu même faire ça, sinon. Mais non, on teste ce programme. On commence à grandir dans ce qu'on appelle l'informatique.
Ok, donc, on va ajouter deux étudiants. Choix 1. On va mettre, l'ami c'est Diop, n'est-ce pas? Le nom. Bli. J'aime trop le nom Diop là, malheureusement. À chaque fois, Diop. Quoi. Donc, entre le nom, et je vais mettre ici l'ami. Matricule, je vais mettre L, L, L2 pour dire L au carré. Âge, on va supposer 18. Ok. Deuxième étudiant. Adam, le nom c'est quoi? Abaka, c'est le nom ou bien c'est le prénom? Ok. Abakar. Prénom, Adam. Matricule, on va mettre A au carré aussi. Pourquoi le nom et le prénom commencent par la même lettre? Et lui aussi, le nom et le prénom commencent par la même lettre. Bon, c'est pas grave. Ici, âge, on va aussi supposer 18. Donc là, on a deux étudiants. Une fois qu'on a les deux étudiants, on va essayer d'afficher les deux étudiants en appelant le choix 2. Vous voyez, si on fait le choix 2, qu'est-ce qui se passe? Il envoie bien le tableau des étudiants et voici les étudiants qui sont affichés. Étudiant numéro 1, Lamine Ni. Étudiant numéro 2, on a bien Abakar Adam. On a bien les deux étudiants qui sont affichés. Maintenant, ce serait quand même intéressant de pouvoir supprimer les choses qui sont en haut là avant de pouvoir afficher les informations. Et donc, voici comment est-ce que on peut commencer un début de quelque chose en OAC. Est-ce qu'il y a des questions? On marque une pause. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'on va créer une fonction de recherche d'étudiants qui va chercher et s'il trouve l'étudiant, il nous retourne l'étudiant qu'il a trouvé. Mais non, on va rechercher l'étudiant sur son matricule qui est une chaîne, donc on va passer en paramètre une chaîne de caractères qui correspond au matricule de l'étudiant recherché. Ensuite, le nom du tableau d'étudiant, donc on va envoyer du moins le tableau d'étudiant, tab, et on va lui envoyer aussi la taille du tableau. Donc ici, ça va être int n. Voilà, donc voici ce que cette fonction prend en paramètre. Ça va prendre trois paramètres. Le matricule de l'étudiant à chercher, le tableau qui a les étudiants et le nombre d'éléments qui se trouvent dans ce tableau. Et maintenant ici, on va avoir besoin d'un indice de parcours et ensuite on aura besoin de faire une boucle for i moins 0, i strict inférieur, i plus plus. Jusque là, vous me suivez? Maintenant, on veut chercher l'étudiant sur son matricule. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Qu'est-ce qu'on va dire ici? On cherche l'étudiant sur son matricule. Thérésia, oui, j'ai l'impression que tu veux parler. Vas-y. On va dire quoi ici? Là, on a le tableau d'étudiants. On a le nombre d'éléments qui se trouvent dans le tableau. On a le matricule. Et là, on commence à parcourir le tableau d'étudiants. Et on veut chercher l'étudiant qui se trouve dans le tableau, qui a ce matricule qu'on reçoit là. Dans chaque table de i est un étudiant. Maintenant, on va dire if tab, oui, if. Il faut savoir que matricule moins chaîne, c'est une chaîne. C'est bon? C'est une chaîne de caractères. Oui. Oui. Une fonction? Oui. Vas-y. Vas-y. STR, case CMP. Oui. Table 2. I. Point matricule. Virgule. Mat. Les deux chaînes là, si on les compare, si ça retourne 0. C'est ça. Parce que SRK CMP prend deux chaînes et il va évaluer. Et aussi, majuscule, minuscule, lui, on ne tient pas compte. C'est bon? Maintenant, Sei, tu voulais dire quelque chose? Le string.
qu'on crée notre propre chaîne. Je pense qu'on a fait ça hier, non? Oui, donc, mais par contre, je ne l'avais pas fait sur ma machine. Mais on peut faire ça. C'est-à-dire que si on veut ne plus utiliser, on peut ne plus utiliser. Mais non, c'est très bien. Moi, mon objectif, c'est que vous compreniez comment est-ce que les fonctions chaîne de caractères string, on fait pour pouvoir les mettre en place. Comme nous, on a fait hier, on a pu définir nos propres fonctions. Mais dans la réalité des choses, comme j'ai l'habitude de dire, on ne refait pas la roue. C'est bon? Je vous force à créer ces fonctions pour que vous compreniez comment les algorithmes fonctionnent. Mais après, en développement ou bien dans tout ce qui se passe, on aime la rapidité. Les choses qui existent là, on les utilise. Maintenant, si ce n'est pas sécurisé, on crée nous-mêmes parce qu'on sait comment le créer. Mais ça ne sert à rien de faire les mêmes choses qui existent. On n'invente rien, quoi. C'est bon? Et nous, par exemple, là, pour le moment, comme on n'a pas la fonction, si on doit le faire, ça va nous prendre du temps. Et donc, on utilise. Mais on sait le faire. C'est ça qui est important. Voilà, maintenant, ici, SCRK, SMP, table de matricule et maths, si ça correspond, ça veut dire qu'on a trouvé l'étudiant. Qu'est-ce qu'on fait? Return tab de i. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si on met que c'est une fonction, ça se dit qu'il faudrait que plus tard on retourne un étudiant, malgré. Raison pour laquelle je dis, est-ce que search là, est-ce que ça doit être une fonction? Parce que dans la mesure où on ne le trouve pas, qu'est-ce qu'on retourne? On retourne nul. C'est ça, on est bien d'accord. Donc pour l'instant, on va mettre ça sous forme de void. Ça va être une procédure. Parce que chaque chose a un contexte, quoi. Donc je vous montre les choses que vous comprenez aussi, les pourquoi est-ce qu'on peut faire. Donc ici, on ne va pas mettre return. Par contre, si on trouve, on sait qu'on avait une fonction print étudiant qui permet d'ajouter et d'afficher un étudiant. Donc ici, je vais dire printf, tout simplement d'abord, étudiant, retrouvé. Bon, je n'ai pas les trucs là. Je n'ai pas encore la possibilité de prendre les caractères spéciaux. Donc, je vais juste me retrouver et je mets anti/n. Et là, je vais envoyer tab de i à la fonction print étudiant. Je lui envoie tab de i. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus besoin de rechercher parce que je pense qu'il n'y a pas deux étudiants qui ont le même matricule. Je fais tout simplement un break. Maintenant, je vais appeler cette fonction-là, normalement, dans le case 3. Dans le case 3, normalement, je dois le faire. Donc, rechercher un étudiant. Si je viens ici, la première des choses, c'est quoi? Il me faut demander le matricule de l'étudiant. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Bon, pour ça, il faut forcément demander le matricule. Mais pour la suppression, il faudrait afficher la liste d'abord. Donc, ici, je vais créer une chaîne matricule. Par exemple, de 20. Et là, je vais faire un printf entrée sans matricule. Je vais faire un get de matricule. Et ensuite, je vais appeler search étudiant. Ici, première chose, c'est le matricule. Ensuite, le tableau. Et enfin, la taille du tableau. Quand je viens ici dans le case 3, je vais faire ce qu'on appelle quoi? Je vais d'abord créer une chaîne. Et cette chaîne-là, je vais lui demander de saisir à l'intérieur. Mais ce que je lui demande, ce n'est rien d'autre que le matricule de l'étudiant à rechercher. Parce que j'ai dit de rechercher l'étudiant depuis son matricule, suivant son matricule, parce que c'est l'information qui permet d'étudier ou bien d'identifier l'étudiant d'une manière unique. Donc lorsqu'il saisit le matricule, je vais appeler search, je vais passer et le matricule et le tableau d'étudiant et le nombre d'éléments du tableau. Et lorsqu'il trouve, il va tout simplement le print. Maintenant, on va tester ça. Et les deux autres, là, vous allez essayer ça à la maison. Modifier aussi, c'est la même chose. Vous allez demander de saisir le matricule. Une fois que vous avez trouvé l'étudiant, vous demandez les nouvelles informations et vous modifiez l'étudiant à la position.
Code block. Commenter. Hmm, Attends, essaie juste de venir là. Edit. Tout quel bloc commente ici. Ça normalement. Commente. Quand shift. Je pense que c'est une seule ligne. Non? C'est une seule ligne. Normalement c'est ça, mais je ne vois pas le. Je vois pas le raccourci ici quoi. Et si tu vois ici, CTRL plus Shift C. Essayez voir. Maintenant, suivez bien, on va remplir le tableau. On va d'abord mettre 1. On va mettre. Ça marche. C'était lit, non? Ou bien c'était ici? Lit, lamine. Je vais mettre matricule mat 001. Entrée, son âge. Je vais mettre 18. Deuxième étudiant. Hortense. Hortense, le nom, c'est comment? Hein? Ah, d'abord, hein? Oh. Anaconda. Aconde. Ah, ok. Aconde. Hortense. Hortense. Matricule. Mat 002. Entre le matricule. Âge. Bon, on va aussi supposer. Bon, on suppose que tu as 17 ans. Troisième étudiant. Deo Gracias. Le nom, c'est où? C'est où? Dans le Deo Gracias. C'est quoi? Comme ça, non? Yé. Là. Comme ça. Ko est là. On va mettre Deo. Matricule mat 003. Âge, on va supposer 18. Sei. Le nom c'est Sei. Et puis le prénom c'est quoi? Maouloud. Maouloud. Matricule mat 004. Âge. On va mettre 18 ans et demi. Abdraman, quelque chose. Abdelai. Comment on écrit ça, le nom? A d'abord. A. Mahamadou. Mahamadou. Comme ça. Al-Amin. Abla. Ah, Abdoulaye. Abdou. La. H. Et comme ça. Abdoulaye. Ok. On a déjà combien de matricules ici? Donc ici, ça va mettre mat 005. Lui, c'est 5e, non? On va aussi essayer 18. Ok, donc maintenant, on a 5 étudiants. On va essayer de voir. Je fais choix de. Voici les 5 étudiants qui sont là. Donc, lamine 1, matricule 1, c'est lamine. Matricule 2, c'est Hortense. Matricule 3, c'est Déo. Matricule 4, c'est C. Matricule 5, c'est... Voilà. Maintenant, on va rechercher matricule 4. Donc, je vais faire ces choix 3. Hein. Oh, pourquoi il me fait ça? Il n'est pas sérieux. Parce que là, on est obligé encore de ressaisir. C'est pas possible. Bon, dès qu'on va saisir une chaîne, on peut voir ça. On va saisir 5 personnes. Bon. Vous avez fait le batch, hein?
La programmation batch. Donc, pas les codes. Ok. Et vous faites ça marcher. Qu'est-ce qui marche?